Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui évidemment pour parler de toutes les lectures que j'ai pu faire sur le mois d'octobre. Et comme d'habitude, je vais aussi inclure dans cette vidéo mes envies lecture pour le mois de novembre qui est déjà bien entamé, ainsi qu'un petit bilan très rapide des challenges en cours. Pour ce qui est de mon challenge Best of Booktube 2024, vous avez dû le remarquer, il n'y a pas eu de vlog ces derniers temps, c'est parce qu'il ne m'en reste plus qu'un à tourner et je le garde pour la fin de l'année. Mais j'ai bien avancé sur mon challenge Babelio et normalement, on croise les doigts, mais d'ici la fin du mois de novembre, je vais enfin pouvoir vous proposer une vidéo sur ce sujet. D'ailleurs, vous allez le voir dans ce bilan du mois d'octobre, il y a pas mal de lectures qui se rapportent à ce challenge. Malheureusement, j'ai pas encore réussi à rattraper mon retard, ni même à faire une seule lecture en rapport avec mon Reese's Book Club Challenge. Vous le savez, cette année en 2025, j'ai choisi de lire tous les livres choisis par le book club de Reese Witherspoon. J'arrive jamais à dire son nom, c'est dingue. Et jusqu'à il y a quelques temps, j'étais bien à jour, mais là, ces derniers mois, c'est un peu la débandade. J'ai prévu de rattraper le coup. Je croise les doigts ici aussi, mais en octobre, je n'ai rien lu pour rattraper mon retard et j'ai même pas lu un seul titre en anglais. Donc là non plus, c'est pas folichon, mais j'en fais pas un drame non plus. Donc pas de lecture en VO, mais j'ai bien lu un classique de la littérature et j'ai aussi lu une non-fiction. Et pour mon challenge Année de la mer 2025, c'est fait. J'ai lu un titre en rapport avec la mer. J'ai aussi lu la lecture commune mensuelle sur le Royaume des Anciens, c'était donc le premier tome des Aventuriers de la Mer. Et pour terminer, j'ai aussi lu la lecture choisie par le Music and Books Challenge. Donc finalement, je m'en sors pas trop mal, c'est pas un 100%, mais c'est loin d'être mauvais non plus, et de toute façon, je suis hyper fière de moi quoi qu'il arrive. Pour mes envies de lecture du mois de novembre, je vais rester assez vague parce que je vous prépare un petit quelque chose, et si je vous parle des lectures que j'ai prévu de faire, vous allez comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Et il y a un vlog qui est en préparation là-dessus. Donc je vais pas vous présenter beaucoup de titres pour cette pile à lire de novembre. De toute façon le mois est déjà bien engagé. Bref, dans tous les cas j'ai prévu de lire le tome 1 des Jumeaux Croche-Mort qui est écrit par Cassandra O'Donnell. Parce que c'est la lecture qui a été choisie pour le Music and Books Challenge du mois de novembre. Et je pense que ça va se lire très vite parce que regardez-moi un peu la taille de cette police d'écriture. Ça va être plié assez rapidement. Et j'espère que ça va me plaire parce que j'ai entendu de super bons échos, même si c'est classé dans du jeunesse. On va bien voir. Ces derniers temps, avec le jeunesse, j'ai été assez agréablement surprise. J'aimerais aussi beaucoup lire Dracula à Istanbul de Ali Riza Saifi. Je l'ai reçu en service de presse des éditions ActuSF et j'ai pas encore eu le temps de mettre la main dessus. C'est une traduction de Dracula de Bram Stoker, mais une traduction tellement libre que c'en est devenu une adaptation. Et finalement, l'intrigue ne se déroule absolument pas en Transylvanie ou à Londres, mais à Istanbul. Et j'imagine qu'il y a eu d'autres changements et je veux vraiment découvrir tout ce qui a été fait sur ce texte. En novembre est aussi prévue la lecture commune du tome 2 des Aventuriers de la Mer. C'est d'ailleurs en cours de lecture pour ma part. Je suis un petit peu à la bourre sur la lecture commune, mais je vais essayer de rattraper mon retard avant de partir en Écosse à la fin de la semaine. Et enfin, avec Olivia de la chaîne Living Books, la lecture commune qu'on s'est prévue pour ce mois-ci, c'est House of Hunger de Alexis Anderson. Et là, ça me permettrait de sortir un livre en VO en anglais de ma palle. Et si j'ai le temps d'être à jour dans tout ce que je veux lire sur le mois de novembre, j'attaquerai très certainement ma lecture et découverte donc du tome 3 des Chroniques de l'érable et du cerisier, cette série historique en 4 tomes qui se passe au Japon médiéval et c'est écrit par Camille Monceau. Parce que vous allez le voir, j'ai enfin terminé ma relecture du tome 2, donc je vais pouvoir continuer ma découverte de cette série. Donc, par contre celui-ci fait plus de 500 pages, donc je pense que je vais galérer, mais je vais essayer. Et enfin, j'aimerais bien lire au moins un titre du Reese's Book Club parce que, comme je vous le disais, ça fait au moins 2 mois, je pense que j'ai pas lu de titre pour ce challenge. J'aimerais bien lire soit To the Moon and Back, soit Wild Dark Shores, qui est la lecture de ce mois-ci. On croise les doigts. Si j'arrive à faire les deux, c'est encore mieux, mais franchement, ça m'étonnerait vu ce que j'ai prévu. Bref, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet avec tout ce que j'ai lu au mois d'octobre. Et au mois d'octobre, j'ai 14 titres que j'ai lus. Il y en a 2 dans ce lot que je n'ai pas terminé, donc je vais vous en parler très rapidement. D'ailleurs, je vais commencer par cela parce que je n'ai fait que les mentionner, je vous en parlerai plus en détail dans le bilan des lectures du mois de novembre. En premier lieu, je vous le disais à l'instant, puisque j'ai prévu de lire le tome 3, peut-être, sur le mois de novembre, c'est parce que je me suis lancée dans la relecture du tome 2 des Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. À l'heure où je vous parle, je l'ai terminé.
Mais si on s'en tient de ce que j'ai lu au mois d'octobre, j'étais à peu près à la moitié de cette relecture. Mais je vous avoue que j'ai assez hâte de lire le tome 3. Et en même temps, je serais absolument pas étonnée si je le traîne là encore pendant plusieurs semaines. Bon, et par contre, l'autre titre que j'ai commencé au mois d'octobre, et là vraiment j'ai pas eu le temps de m'y remettre, et j'espère pouvoir le reprendre dès aujourd'hui, c'est cet essai autour de Dracula et de Bram Stoker, écrit par Adrien Parti. Ça s'intitule Stoker et Dracula, la fabrique d'une légende, les arcanes d'une œuvre immortelle. On va s'intéresser évidemment à l'histoire, aux origines de Dracula, mais aussi de l'histoire, la biographie quasiment, de Bram Stoker, son auteur. Pourquoi il a décidé d'écrire Dracula, quelles ont été ses recherches, tout, absolument tout. Et c'est hyper intéressant, j'ai pas pu le reprendre depuis plusieurs jours, j'avais lu quasi d'une traite jusqu'à la deuxième ou la troisième partie, j'en suis à la page 109. Et je m'étais dit, je veux le reprendre quand j'ai plus de 10 minutes à lui consacrer. Parce que je sais qu'une fois que je rentre dedans, j'ai pas envie de le lâcher. Et malheureusement, j'ai pas trop eu le temps en ce moment. Donc voilà, j'aimerais bien le reprendre aujourd'hui. Et d'ailleurs, je pense qu'une fois que j'ai terminé de tourner cette vidéo, je m'y colle. Bon, et pour ce qu'il en est des lectures que j'ai réellement lues dans leur entièreté, au mois d'octobre, on va commencer avec ce que j'ai lu pendant que j'étais en vacances en Corse, parce que c'est la chronologie des faits de toute façon. J'avais commencé avec La disparue de la réserve Blackfeet d'Anaïs Renevier, qui est publiée aux éditions 10-18 dans leur collection True Crime, et je vous en parle assez régulièrement parce que c'est une collection qui m'intéresse énormément. Et jusqu'à présent, j'avais pas eu le temps de me lancer. Pourtant, j'ai plusieurs titres de la collection qui sont juste là, en dessous. Vous pouvez pas les voir, ils sont hors champ, mais ils sont juste là. Parce que ma soeur me les a prêtés. Ma soeur a la collection complète. Dès qu'il en sort un, elle l'achète, elle le lit, et hop, après, elle me les file. J'ai voulu lui racketter parce qu'il fait partie de la sélection du prix Babelio 2025 dans la catégorie non-fiction. Et c'est le seul qu'elle n'a pas réussi à retrouver. Donc elle l'a peut-être prêté à quelqu'un d'autre et elle l'a oublié. Dans tous les cas, moi du coup je l'ai racheté pour pouvoir le découvrir, et puis dans le pire des cas, je lui donnerai si elle retrouve pas sa copie. Et c'est un titre de non-fiction qui colle assez bien à l'actualité. On va s'intéresser ici à la disparition d'Ashley Loring Heavyrunner, qui a une vingtaine d'années et elle disparaît dans une réserve amérindienne en 2017. Ashley est issue de la communauté amérindienne, elle vit sur cette réserve, elle est née dans cette réserve, elle a passé toute sa vie dans cette réserve. Et lorsque sa famille s'aperçoit de sa disparition et qu'ils vont toquer à la porte de la police va quasiment leur rire au nez. Il n'y aura pas d'enquête à proprement parler. C'est une affaire qui est vraiment pas prise au sérieux par les autorités et la famille va tout faire pour faire remonter cette affaire et que d'autres personnes s'y intéressent, et notamment sur l'échiquier politique. C'est hyper intéressant parce que en s'intéressant au cas d'Ashley, on va vite se rendre compte que c'est carrément un problème racial. Parce que si ça avait été une jeune femme blanche qui avait disparu, on aurait remué ciel et terre pour la retrouver. Mais Ashley est amérindienne et ça n'intéresse personne. Et donc on va vite se rendre compte que c'est le point de départ d'une enquête autour de la disparition d'Ashley, de ce qui a mené à sa disparition. Et on va très rapidement se rendre compte que c'est pas la seule à disparaître. Seulement c'est l'une des rares à ne pas réapparaître. On est en 2025, on l'a toujours pas retrouvée, vivante ou morte. Mais il y a énormément de cas comme celui d'Ashley, dans cette réserve-là comme dans d'autres, où les autorités ne prennent absolument pas au sérieux ce qui se passe. C'est hyper intéressant, c'est hyper rageant, c'est révoltant, qu'on soit homme ou femme, j'imagine, quand on lit ce genre de choses, on ne peut qu'être écœuré. Mais ça touche encore plus particulièrement quand on est une femme, parce qu'on se rend compte que, malheureusement, nulle part, on est en sécurité. Et les statistiques le montrent. Quand on est une femme issue d'une communauté non blanche, on a X fois plus de risques de se faire tuer, ou d'être kidnappée, d'être portée disparue. Ici, les femmes amérindiennes ont 10 fois plus de risques d'une femme blanche. Et c'est d'actualité, c'est de maintenant. Bref, c'est poignant, c'est révoltant, il faut le lire. Il faut se tenir informé. C'est atroce, mais lisez-le. Ensuite, pour me changer un petit peu les idées, j'ai démarré la lecture commune qu'on s'était calée avec Olivia de la chaîne Living Books pour le mois d'octobre, et c'était un roman de Shirley Jackson. Nous avons toujours vécu au château. Si vous vous souvenez, j'ai lu l'année dernière La Maison hantée de la même autrice, et alors autant j'avais beaucoup aimé
Alors le style d'écriture, pas vraiment, mais surtout les descriptions de tout ce qui fait le côté horreur de la maison hantée. Par contre, j'avais absolument détesté la fin, j'avais détesté le fait qu'on nous remette en question un petit peu tout ce qui se passait. Et du coup, j'appréhendais un petit peu parce que j'avais peur que ce soit un petit peu la même chose ici. Et finalement, ce roman, il m'a presque réconciliée avec l'autrice. Dans Nous avons toujours vécu au château, on va suivre 3 membres d'une même famille rescapés. Rescapés parce que le reste de la famille est mort dans des circonstances assez obscures. On sait qu'ils ont été empoisonnés lors d'un dîner, alors que les 3 autres membres de la famille qui sont toujours là étaient aussi à ce dîner. Notre personnage principal, notre narratrice, c'est Marie-Catherine, qu'on surnomme Méricat. C'est la Benjamine de ces 3 rescapés. Elle vit donc avec sa grande sœur Constance et son oncle qui est en chaise roulante. Il est handicapé depuis le drame. Et ces 3-là vivent un peu en autarcie. Ils vivent complètement isolés dans ce manoir alors qu'ils sont assez proches du village. Mais on va très vite se rendre compte qu'entre les 3 derniers Blackwood et les villageois, c'est clairement pas l'amour. Mais jusqu'à présent, nos 3 compères vivent une vie assez simple, d'une façon un peu douce amère dans le manoir, et ça se passe à peu près bien. Mais un beau jour, un cousin Blackwood va venir taper à leur porte et ça va déclencher des événements en cascade jusqu'à l'apothéose. On est clairement dans un roman gothique et c'est vraiment ce que j'ai apprécié au niveau de l'ambiance de ce roman. Ce côté où on est isolé dans un manoir, où on prend soin d'affaires de personnes qui sont mortes depuis X temps. Et même si on est riche et que l'argent coule à flot, on essaie de se contenter de peu, on essaie de vivre simplement. Mais on a toujours ce côté un petit peu malaisant parce qu'on sait pas trop ce qui s'est passé pendant ce fameux dîner dramatique. Et ça nous est dévoilé au fil de la lecture, ça apporte ce côté un peu pesant. Et globalement, c'est un roman que j'ai bien aimé découvrir. Je lui ai mis la note de 3,5 sur 5, ce qui est vraiment pas mal. Mais encore une fois, j'ai été déçue par la fin. Alors, on n'atteint pas du tout le niveau de déception que j'avais eu avec La Maison Hantée. C'est juste que ici, comme je vous le disais, cet enchaînement d'événements qui mène jusqu'à une catastrophe pas possible, que j'ai eu du mal à saisir, mais c'est pas la fin. Et il y a encore des choses qui se passent après. Et j'ai l'impression que la fin, en fait, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. On continue le roman jusqu'à ce que il n'y ait plus de pages et qu'on sache pas la suite. Et ça, c'est vraiment un côté qui me déçoit parce que c'est la facilité qui parle à mon sens. Un peu comme avec La Maison Hantée. J'avais l'impression qu'elle savait pas trop comment finir son histoire et du coup, hop, elle avait trouvé la solution magique. Ici, c'est un peu la même chose. J'ai l'impression que c'est question de facilité. Donc je suis un peu déçue parce que le voyage ici me plaisait beaucoup. J'ai eu du mal à me décoller de ma lecture. Avec Olivia, je sais plus si on l'a lu en 2 ou 3 jours. Mais si on s'était écouté, on l'aurait lu encore plus vite. C'est juste que la vie faisait qu'on n'avait pas le temps de se consacrer plus que ça à notre lecture. Mais vraiment, c'était hyper prenant, impossible à lâcher. Et on se pose pas mal de questions. On n'arrive pas trop à savoir si c'est notre narratrice qui nous mène par le bout du nez, qui nous ment, ou qui se ment à elle-même, ou si c'est nous qui n'avons rien compris. On n'arrête pas de se poser des questions, et j'adore ça. Malheureusement, le plot twist qu'on a à peu près à la moitié du roman, ou un petit peu après la moitié, moi je l'avais vu venir. Ça me paraissait assez clair, assez cohérent. Et j'arrive toujours pas à savoir si c'est intentionnel que nous, lecteurs, on le sache avant qu'on ait la révélation, ou si on est censé vraiment tomber des nues en lisant la révélation. Je sais toujours pas, j'ai un petit peu mal à cerner. Dans tous les cas, comme je vous le disais, c'est une lecture qui m'a quasiment réconciliée avec l'autrice, jusqu'à la fin, malheureusement, encore une fois. Mais heureusement pour moi, c'était pas une expérience aussi traumatisante que La Maison Hantée. Et pour ça, je lui dis merci. Après ça, toujours pendant mon voyage en Corse, j'ai lu Lettres d'amour de Kamakura. Je vous mets l'image juste ici parce que c'était un emprunt à la médiathèque et depuis forcément je l'ai rendu. C'est écrit par Ito Ogawa et je vais vous en parler rapidement parce que c'est le lauréat du prix Babelio 2025 dans la catégorie littérature étrangère. C'est de la littérature japonaise, donc qui dit littérature japonaise dit toujours un côté contemplatif, un peu feel good, où on va juste découvrir des tranches de vie de certains personnages.
Et il y a un côté assez cocooning justement à cette histoire. Alors, sachez pour le contexte que c'est un tome 3 d'une série de romans. Le premier, je crois que c'était la papeterie Tsukabi. Non, la papeterie Tsubaki. Et le deuxième tome s'intitule La République du Bonheur. Donc là, moi j'ai lu uniquement le tome 3, Lettre d'amour de Kamakura. Et franchement, il n'y a pas de souci à lire dans le désordre ou de n'en lire qu'un. Il n'y a aucun problème. On y suit ici notre personnage principal qui est la gérante d'une papeterie. Et pour compléter un petit peu les services de la papeterie, elle est aussi écrivain public. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se présenter à elle en lui demandant d'écrire des lettres ou d'écrire un récit pour eux. Souvent ça va être des biographies. Et donc forcément dans Lettre d'amour de Kamakura, elle va écrire des lettres pour d'autres personnages qui viennent lui demander son aide. Je vous avoue tout, j'avais peur que ce soit tellement contemplatif que je m'ennuie un peu. Et c'était un petit peu mon ressenti sur la première partie de ma lecture. Et je me suis très rapidement rendu compte qu'en fait ce côté contemplatif, ce côté doux, ce côté lent, eh ben ça me plaisait beaucoup. J'avais l'impression d'être au Japon. J'avais l'impression de sentir ce que sentait notre personnage principal, de sentir de façon olfactive, au niveau du goût, au niveau du toucher. J'avais vraiment tous mes sens en éveil et ben, ça faisait du bien. C'est bienveillant, c'est feel good, c'est cocooning, ça met du baume au cœur et Dieu qu'on en a besoin dans cette société. Sur Babelio, je lui ai mis la note de 3,5 sur 5. Mais c'est un 3,5 positif. Là où nous avons toujours vécu au château, c'est un 3,5 qui tire un peu vers le 3. Ici, c'est un 3,5 qui tire un peu vers le 4. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, une très bonne lecture, et si vous êtes amateur du genre, foncez. Ensuite, en audio, j'ai découvert L'éducation des papillons. C'est écrit par Donato Carizzi, c'est un auteur de thriller polar italien que j'avais déjà découvert l'année dernière avec La Maison aux Lumières. Ici aussi, c'est un roman qui faisait partie de la sélection du prix Babelio, dans la sélection polar et thriller justement. Et comme il était disponible en audio, je me suis dit que j'allais le découvrir. Et malheureusement, j'ai été un petit peu déçue par celui-ci. Ici, on va y suivre, avec plusieurs temporalités, mais de façon chronologique, l'histoire de notre personnage principal qui s'appelle Serena, je crois, si je me souviens bien. Elle est une redoutable femme d'affaires, elle travaille dans la finance, c'est un vrai requin. Mais un beau jour, et de façon absolument involontaire, elle va se retrouver maman d'une petite fille. Et plusieurs années plus tard, cette petite fille va décéder dans des circonstances dramatiques, puisque sur son lieu de colonie de vacances, il va y avoir un incendie. Et toutes les petites filles de la colonie vont être secourues, sauf elle. Sauf qu'on n'a jamais retrouvé son corps. Et Serena, elle n'arrive pas à faire le deuil de cet enfant, parce qu'il n'y a pas de corps, donc ça bloque le processus du deuil. Et un jour, elle va se rendre compte qu'elle a besoin de mener pour elle-même sa propre enquête pour pouvoir tourner la page. Et évidemment, vous vous en doutez bien, puisque c'est un polar, tout ne va pas être simple et elle va découvrir beaucoup de secrets enfouis. Là aussi, donc je vais rester assez vague parce que je vais vous en parler plus en détail dans la vidéo dédiée à Babelio 2025, mais j'ai été un petit peu déçue par celui-ci. Tout simplement parce qu'on va suivre un personnage principal féminin et maman. Donc forcément on va aborder tout le sujet de façon globale de la maternité, que ça passe par la volonté d'avoir un enfant, une grossesse, comment on vit le postpartum, comment on vit sa vie de mère célibataire, ainsi que le deuil d'un enfant disparu quand on est une mère, qu'on est seule et que notre enfant disparaît. Tout ça c'est des sujets hyper douloureux, mais qui sont, je le rappelle, écrits par un homme. Et on va suivre une femme. D'habitude, ça me pose pas forcément de problème si c'est bien géré. Et là, j'ai trouvé que c'était pas le cas. Et j'aurais du mal à vous en parler sans spoiler. Donc je vais m'arrêter là. Mais je pense que dans la vidéo Babelio, je rentrerai dans les spoilers pour vous parler vraiment en détail de mon ressenti, pour vous expliquer pourquoi ça a pas matché pour moi. Ça reste que c'était un roman très prenant, que j'avais du mal à lâcher ici aussi. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 parce que vraiment cet aspect féminin qui est écrit et qui est géré par un auteur masculin, et du coup il y a plein de choses qui vont pas, il y a plein de choses qui sont pas réalistes. Ça m'a fait souvent sortir de ma lecture. Je pensais que c'était un procédé narratif même, que ça allait être intéressant au niveau des révélations, mais en fait pas du tout. Et voilà, je suis un peu déçue.
Ensuite, en rentrant de Corse, évidemment vous le savez si vous avez vu le vlog qui lui est dédié, mais j'ai lu The Will of the Many de James Islington qui est sorti aux éditions Eldercraft. C'est le premier tome d'une série qui comptera au moins 3 tomes, qui sera donc au moins une trilogie, qui s'appelle Hiérarchie. Là aussi je vais pas m'étaler parce qu'il y a un vlog d'une demi-heure sur la chaîne à ce sujet, mais c'était une de mes sorties les plus attendues depuis des années. Ça faisait 2 ans que j'attendais ce roman. Donc quand il est sorti, je me suis ruée dessus, je l'avais même précommandé. Et j'ai mis 1 semaine pour venir à bout de ce beau bébé de 750 pages. Globalement, je me suis régalée. J'ai beaucoup aimé cette lecture où on est plongé dans de la high fantasy avec un gros world building inspiré de l'Empire romain. Et je crois que c'est quelque chose que j'avais jamais lu auparavant. Et j'ai adoré ce côté world building hyper détaillé, hyper profond, et qui nous fait vraiment nous sentir dans la Rome antique. On y suit ici notre personnage principal qui s'appelle Vis, qui est notre narrateur de toute façon, on le suit tout le temps. Et Vis, il a 17 ans, il est orphelin, et au début du roman, il va se faire adopter par un sénateur qui va le charger d'une mission cruciale, c'est celle d'infiltrer l'académie. L'académie qui est un lieu d'éducation de l'élite de la hiérarchie, qui sont les gens qui sont au pouvoir. Mais nous, lecteurs, on va très rapidement savoir que Vis, il n'est pas celui qui dit être. Il a lui-même ses propres raisons pour investir l'académie, et on va le comprendre au fil des révélations et au fil des flashbacks de Vis, qu'il a tout intérêt à détruire la hiérarchie de l'intérieur. Voilà, je vais pas passer 1000 ans dessus, mais j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'était malheureusement pas le coup de cœur que j'attendais. Il y a des choses qui m'ont un petit peu gênée, notamment sur le style d'écriture de l'auteur. Globalement ça se passe super bien, mais il y a des petits trucs qui m'ont vraiment énervée, qui m'ont agacée. Et même si le world building est absolument incroyable, j'ai eu du mal avec le système de magie, le système de volonté qui est central dans ce roman. À la fin des 750 pages, il y a des choses que j'ai toujours pas saisies. Et je trouve que c'est un peu dommage que ça soit aussi complexe, aussi inaccessible. Même si c'est le cas pour la majorité des individus et des citoyens de la hiérarchie, je crois qu'à mon sens, ça devrait pas l'être alors pour nous lecteurs, mais aussi pour une grosse partie de l'élite qui est présentée ici et qu'on va suivre. Voilà, il y a des choses où ça m'a un peu posé problème et c'est un 4 sur 5. Ça reste une très 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 bonne découverte. Je me jetterai sur le tome 2 quand il sortira. Mais voilà, c'était malheureusement pas le coup de cœur que j'attendais. Et si vous voulez retrouver mon avis dans son intégralité, je vous mets le lien juste ici et aussi dans la barre d'infos sous la vidéo. Ensuite, j'ai démarré la lecture commune du premier tome des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Ici, j'ai donc mon intégrale, la première intégrale sur 3 de ce cycle des Aventuriers de la mer. C'est aussi techniquement le tome 7 du Royaume des Anciens. 7 sur 36, donc on avance doucement mais sûrement. Et c'est un tome assez introductif, je me suis rendu compte après coup, mais ça ne gêne pas vraiment la lecture commune, que en anglais, le découpage, le premier tome des Aventuriers de la mer, c'est ça. Nous on a une intégrale de 3 tomes, et en anglais, ça s'intitule Shape of Magic, et c'est les 3 premiers tomes que nous on a en français. Donc ce qui explique pourquoi le premier tome du découpage français, qui s'intitule Le vaisseau magique donc, est assez introductif. Parce qu'en fait c'est tout simplement le premier tiers du tome 1 en anglais. Donc forcément on met en place pas mal de choses, on nous présente les personnages, on nous présente le côté magique qu'on va retrouver ici, on nous présente les lieux et on met en place l'intrigue. Donc forcément quand on arrive à la fin du premier tome du découpage français, il s'est pas passé grand chose. Attention, il s'en passe quand même. Mais malheureusement, j'ai pas beaucoup de choses à dire puisque forcément, ça a été beaucoup de présentations. Ce que je peux vous dire cependant, c'est que ça change complètement du cycle de l'Assassin Royal qu'on avait clôturé le mois dernier. Parce que dans l'Assassin Royal, on suivait un seul personnage dans son intrigue qui évolue dans la cour, etc. etc. Je vais pas revenir dessus. Mais ici, on suit plusieurs points de vue, plusieurs personnages, parfois dans un seul et même chapitre, et même s'ils sont tous liés les uns aux autres et que même parfois certains liens ne sont pas encore assez clairs pour nous lecteurs, ils avancent chacun petit à petit sur leur petit bout de chemin
Et on se doute qu'à la fin, ça va être un petit peu l'apothéose. Dans les aventuriers de la mer, le principe magique de base, c'est que il y a des navires qui sont sentients. Il y a des navires qui, au bout d'un certain nombre d'années, et surtout d'un certain nombre de morts, au niveau de leurs propriétaires, ils vont s'éveiller, ils vont prendre conscience et ils vont devenir un membre à part entière de la famille. Et ici, dans les aventuriers de la mer, on va suivre notamment une partie de la famille Vestri. On va y suivre Althea, qui est la fille du dernier capitaine, du dernier propriétaire du navire Vivacia, et qui est donc plus ou moins censée hériter de Vivacia à la mort de son père, mort à l'issue de laquelle Vivacia va s'éveiller. Dans cette famille toujours, on va aussi suivre le point de vue de Yemin, qui est son neveu, qui est le fils de sa sœur, ainsi que le point de vue de Kyle, qui est le père de Yemin, qui est donc le beau-frère d'Althea. Et malheureusement pour Althea, c'est lui qui va récupérer les rênes de Vivacia quand elle va s'éveiller. Et ça va poser un peu problème parce qu'on va s'en rendre compte à la fin du tome. C'est pas un spoiler parce que c'est annoncé ici. Mais Kyle va se servir de Vivacia pour du trafic d'esclaves. Il décide que c'est comme ça qu'il va faire rentrer l'argent le plus rapidement possible dans les caisses. Et donc Vivacia va devenir un navire d'esclavagistes. On va aussi suivre d'autres personnages. Il y a un personnage qui est plus ou moins proche d'Althea. On sent qu'il va devenir un peu son garde du corps, love interest. Et on a aussi un autre personnage qui est... J'adore le suivre, mais il est absolument atroce. C'est un pirate. Et au début du roman, il décide qu'il y aura une prophétie qui va annoncer qu'il sera tout simplement le roi des pirates. Donc on va suivre d'un côté Althea et sa famille qui se battent pour avoir les rênes de Vivacia, et de l'autre côté on a Kenneth qui est donc le pirate qui lui mène son petit bout de chemin, qui mène sa barque pour être le roi des pirates. Donc voilà, on suit plusieurs personnages, donc ça avance très lentement mais sûrement, et c'est ce que j'aime avec Robin Hobb, qu'on prenne notre temps finalement. C'est à peu près tout ce qui se passe dans le tome 1, c'est crucial, mais voilà, il se passe pas grand chose. Et donc sachez, pour votre gouverne, que j'ai démarré la lecture du tome 2. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis en retard sur la lecture commune parce que je devrais être, pas forcément à la fin, mais je devrais avoir dépassé la moitié et j'y suis absolument pas, puisque j'ai lu que 2 chapitres. Les 2 prochains titres que j'ai lus sont les lauréats de leur propre catégorie pour le prix Babelio 2025. Donc là aussi, je vous en parlerai vraiment en détail dans la vidéo qui leur est dédiée. Mais sachez que j'ai lu À nos cœurs battants d'Emma Green, qui était le lauréat pour la catégorie roman d'amour. Et j'ai aussi lu le tome 1 d'Agence Perdido. Ça s'appelle Les Derniers Retrouveurs et c'est écrit par Victor Dixon, cette fois-ci lauréat dans la catégorie jeunesse. Alors malheureusement, sans surprise, À nos cœurs battants, roman d'amour francophone. J'ai pas du tout accroché, je me suis forcée pour arriver jusqu'à la fin, en lisant parfois en diagonale parce que vraiment j'en pouvais plus. Et je lui ai mis la note de 2 sur 5. On y suit 2 personnages qui se connaissaient déjà dans leur jeunesse et qui se retrouvent sur leur lieu de travail. Ils travaillent ensemble désormais. On a le personnage de Roméo qui a une vingtaine d'années, qui est un peu tout feu tout flamme. Et on a notre personnage féminin qui s'appelle Maxima et qui elle est une trentenaire qui réapparaît au bout de 3 ans où elle était partie, elle n'avait pas laissé d'adresse, elle donnait pas de nouvelles et elle réapparaît d'un jour à l'autre. Donc forcément il va y avoir une histoire d'amour entre eux. Maxima, pour des raisons personnelles, elle va demander à Roméo de faire semblant d'être son petit ami au travail justement parce qu'elle a des problèmes avec son supérieur hiérarchique et elle décide que pour qu'il lui fiche la paix, au lieu de communiquer, elle va faire semblant de sortir avec le beau gosse du service, qui n'est autre que Roméo donc, qui se trouve être aussi le frère de son meilleur ami. Donc Roméo il va accepter, mais pourquoi? Parce que Maxima c'est son crush depuis qu'il est tout gamin. Je vais pas rentrer dans les détails mais j'ai souffert, j'ai souffert comme jamais, j'ai eu du mal, je me suis forcée et plus jamais je ne relirai d'Emma Green. Et pour Agence Perdido, le tome 1 donc, Les Derniers Retrouveurs, qui est donc écrit par Victor Dixon, et bien je l'ai lu parce que c'était justement du Victor Dixon et que je me suis dit que j'allais être agréablement surprise. On est dans du jeunesse fantastique où on va retrouver une espèce de dimension parallèle dans laquelle évoluent les croque-mitaines. On y suit le personnage de Lucie qui a une quinzaine d'années et 1 an auparavant elle a perdu sa mère, elle est
portée disparue. On sait absolument pas ce qui s'est passé, mais du coup c'est la tante de Lucy qui la récupère. C'est une tante absolument acariâtre, on l'aime pas. Elle force Lucy à voler dans les trains pour ensuite lui donner ses butins et financer un petit peu son train de vie. Mais un jour Lucy elle va tomber sur Rita Perdido qui est une vieille dame qui va lui révéler que y a un monde alternatif justement avec des croque-mitaines et que Lucy elle est une des dernières retrouveuses. Les retrouveurs, ils ont le pouvoir justement de passer d'un monde à l'autre et de récupérer des objets. Et Lucy, elle va se mettre en tête que sa mère, elle a peut-être pas disparu, peut-être que sa mère, elle a été enlevée par un croque-mitaine et que du coup, il faut venir lui porter secours. Écoutez, vraiment, c'était un premier tome génial. J'ai adoré la narration, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré le world building, les croque-mitaines font vraiment peur. D'ailleurs, je l'ai lu au mois d'octobre, mais entre la mi-octobre et la fin octobre, donc c'était parfait pour Halloween. Vraiment, il y a des moments où j'ai même flippé, alors que c'est du jeunesse, donc c'est plutôt adressé pour un public jeune. Moi qui ai 35 ans, qui suis une adulte, j'étais pas très tranquille à la lecture de certaines descriptions de croque-mitaines, mais aussi d'événements, de bruits qu'on entend, de choses qui se passent. C'était assez malaisant. Et ça met vraiment dans l'ambiance. J'ai été très agréablement surprise par cette découverte et je lui ai mis la note de 4 sur 5. Et clairement je lirai la suite puisque le tome 2 est déjà sorti. J'adore la couverture avec ses tons de violet. Et ça s'appelle Le Musée Effacé. Et là aussi il a une super note. Après ça en octobre, et cette fois-ci vous allez retrouver le détail de mes avis dans le vlog qui est dédié, qui est sorti la semaine dernière, mais j'ai lu Les Sorcières du Phare de C.J. Cook, que j'ai lu donc en numérique sur ma Kobo, et j'ai aussi lu Lune froide sur Babylone de Michael McDowell. J'ai lu ces deux titres là parce qu'ils ont été tirés au sort par la roue de la fortune, ils ont été tirés au sort par le hasard pour que je les lise dans ce vlog 24 heures lecture. Donc forcément je vous en ai parlé en détail dans ce vlog, je ne reviendrai pas là-dessus, mais sachez que je leur ai mis la note donc de 3,5 sur 5 pour Les Sorcières du Phare et 3 sur 5 pour Lune froide sur Babylone de Michael McDowell qui m'a un poil déçue. C'est ma moins bonne lecture, ma moins bonne expérience de lecture de Michael McDowell jusqu'à présent. Et c'est dommage. Et enfin, je vous le disais en début de vidéo, mais j'ai donc lu le titre qui a été choisi pour le Music and Books Challenge du mois d'octobre. Je l'ai lu sur le dernier jour du mois d'octobre, vraiment. J'ai abusé. Je voulais même lire les deux qui avaient été choisis, puisqu'il y avait aussi Frankenstein de Mary Shelley, mais j'ai pas eu le temps. J'ai donc lu Carmilla, oh avec le soleil on voit pas très bien, je vais vous le mettre ici. J'ai donc lu Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu. Uniquement sur la journée du 31 octobre puisque ça se lit assez vite, il fait un petit peu moins de 150 pages et c'est assez prenant. Donc on n'a pas envie de lâcher et voilà. Sur la journée du 31 ça a été lu, je suis contente d'avoir enfin découvert Carmilla. Une histoire de vampire, oui, mais c'est l'histoire de vampire. C'est l'une des histoires qui a marqué Bram Stoker et qui l'a conduit à écrire Dracula. Et si vous ne le savez pas, c'est parce que c'est écrit là-dedans. Je l'ai déjà lu. Dans Carmilla, on va suivre notre personnage principal, qui n'est pas Carmilla, qui est une jeune femme de bonne famille, mais extrêmement timide, qui n'a pas d'amis, qui reste assez isolée de la société, elle veut pas se mêler aux gens. Mais un beau jour, elle va faire la rencontre de Carmilla. Elle va se lier d'amitié avec elle. Et plus encore. Sauf que depuis l'arrivée de Carmilla dans la vie de notre personnage principal, il y a des événements bizarres qui se passent et surtout, Laura, notre personnage principal, elle est envahie de mauvais rêves, de cauchemars qui lui vampirisent de plus en plus son énergie et sa jeunesse et sa beauté et sa santé. Est-ce que ce serait pas la faute de sa nouvelle amie? Bah peut-être bien oui. Voilà, comme je vous le disais, c'est hyper prenant. Et ce que j'en retiens, en plus du fait que c'est l'une des premières vampires de l'histoire de la littérature, c'est aussi et surtout une histoire d'amour entre deux femmes, une histoire d'obsession entre deux femmes. Et je suis vraiment étonnée qu'il n'y ait pas eu toute une histoire de censure autour de ce roman parce que ça peut pas être plus clair, cette histoire d'obsession, d'attirance sexuelle entre deux femmes, alors que ça se passe au 19e siècle. Ça a été écrit au 19e siècle, ça a été écrit en 1871. Bref, c'est vraiment prenant, c'est addictif,
J'ai adoré découvrir ce classique de la littérature. Mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir lu avant et même de ne pas l'avoir étudié à l'époque où j'étais au lycée. J'ai vraiment beaucoup aimé et alors je sais plus si je l'ai déjà noté sur Babelio, mais je lui mettrai la note de 4,5 sur 5. Vraiment, si vous ne devez lire qu'un seul classique, c'est celui-là. Et enfin, je vous en parlais dans la vidéo de la semaine dernière, j'espère que la lumière du jour va me laisser vous le montrer, avec Olivia de la chaîne Living Books toujours. On s'est motivé un petit peu à la dernière minute à sortir l'Appel de Cthulhu de notre pile à lire. Et ben moi j'avais opté pour la version illustrée par François Baranger parce que j'adore. J'adore et je ne m'en passe plus. Donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle de Lovecraft à découvrir, je vais voir si François Baranger ne l'a pas illustrée. Écoutez, j'ai adoré découvrir l'Appel de Cthulhu que je n'avais jamais lu. Et je savais même pas de quoi ça parlait, à part que c'était l'histoire d'une créature abominable. Bonjour la beauté. Bonjour la beauté, c'est une nouvelle qu'on a lue sur 2 jours, mais qui fait 100 pages, donc là aussi on pourrait le découvrir sur une seule journée. C'est là aussi très prenant. D'ailleurs, si vous avez le temps, je vous conseille de le lire en une seule journée pour être vraiment immergé dans l'histoire. L'Appel de Cthulhu, ça se passe notamment à Boston en 1926. On va y suivre notre personnage principal qui, à l'issue du décès de son oncle, je crois, il va récupérer toutes ses affaires et en faisant le tri dans ses affaires, il va se rendre compte qu'il menait des recherches sur une statuette un petit peu bizarre et sur des rêves extrêmement bizarres et flippants que faisait l'un de ses sujets qui lui racontait donc ses rêves tous les jours. Et au fil de notre lecture, on va se rendre compte qu'il y a divers événements, divers témoignages qui vont se regrouper et notre personnage va découvrir que l'abomination Cthulhu, c'est pas forcément que dans les rêves et elle est peut-être réellement sortie des flots. Voilà, une nouvelle horrifique de Lovecraft qui fait peur, mais qui fait peur aussi de par son message, parce que c'est dit notamment par l'éditeur à la fin de ma version illustrée. On a une note de l'éditeur juste ici, que vous ne pourrez pas lire parce que la lumière, mais aussi parce que c'est écrit tout petit, mais qui prévient que, attention, cette nouvelle, elle est malheureusement assez raciste dans son message. Alors oui, c'est raciste, on pointe du doigt les personnes de couleur comme étant des adorateurs du mal, des adorateurs de Cthulhu, et que c'est à cause d'eux que la créature va s'éveiller. Bon, la luminosité, là, ça allait pas du tout. J'espère que ça ira mieux. Je vais vous lire ce que j'ai envoyé à Olivia directement après ma lecture. Ça faisait genre 2 minutes que j'avais terminé l'Appel de Cthulhu. Et je lui ai donc dit que c'était incroyable et angoissant, mais que je restais un petit peu sur ma faim. Au début, j'étais un peu perdue dans la chronologie des faits, mais finalement, j'ai beaucoup aimé l'idée des témoignages récoltés au fil des recherches pour reconstituer l'ampleur de la menace qui pèse sur l'humanité. Parce que on a les recherches de l'oncle de notre personnage principal, mais comme je vous disais, il y a aussi d'autres témoignages qui vont s'ajouter au fil des recherches. Et on récupère ça sous forme de témoignages écrits, d'interviews, de journal intime. Il y a beaucoup de supports qui vont s'ajouter aux recherches de notre personnage principal. Bref, je lui ai aussi dit que c'est bizarre parce que je ne pouvais pas m'empêcher de comparer ça à la montée du nazisme à l'époque. Et moi, mon impression, c'était que Lovecraft dit, en gros, que l'apocalypse arrive et qu'il faut se méfier. Mais j'avais l'impression qu'il pointait du doigt Hitler. Pourtant, c'est sûrement l'inverse qu'il voulait dire, puisque les adorateurs ici de Cthulhu sont des personnes métisses et des sauvages. Voilà. Donc clairement, il dit ici que ce sont les personnes de couleur, mais moi, à la lecture, j'avais l'impression qu'il disait en sous-marin « l'apocalypse arrive ». Et au travers de Cthulhu, j'ai l'impression qu'il pointait du doigt Hitler. Voilà, je peux pas, j'ai du mal à être plus clair que ça. Moi, c'est la ressenti que j'ai eu. Et j'ai relevé aussi plusieurs citations, dont celle qui me fait penser qu'il pointait du doigt le Troisième Reich. À un moment, il dit « Le jour de son réveil serait aisément à déterminer, car il adviendrait quand l'humanité serait devenue pareille aux grands anciens. Libre, sauvage, affranchi du bien et du mal, foulant aux pieds les lois et la morale, et plongé dans le tumulte euphorique et meurtrier d'une orgie sans fin. » J'ai l'impression qu'il a carrément prophétisé tout ce qui s'est passé pendant le règne d'Hitler. Alors qu'encore une fois, lui, il pointait du doigt les gens de couleur. Et c'est complètement l'inverse qui s'est passé. Bref, malgré ce gros côté raciste, l'Appel de Cthulhu
J'ai été vraiment très contente d'enfin le découvrir. Et encore une fois, la version illustrée par François Baranger, elle est immersive au possible. D'ailleurs, j'ai envoyé plein de photos à Olivia pendant sa lecture pour qu'elle puisse voir un petit peu aussi ce qui se passait de mon côté. C'est incroyable, c'est de toute beauté. Et je vais continuer à découvrir Lovecraft à travers les yeux de François Baranger parce que vraiment, c'est une expérience de lecture incomparable. Je crois que je lui mettrai un... J'hésite entre un 3,5 ou un 4. Si c'est sur le livre avec François Baranger, c'est clairement un 4, voire un 4,5. Si c'est juste noter Lovecraft, peut-être un 3,5. Bref, voilà ce qui conclut ce long bilan des lectures du mois d'octobre. J'ai presque plus de batterie, ça fait 1h20 que je tourne, donc je vais m'arrêter là. Et comme d'habitude, si vous avez lu un de ces titres, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous ne souhaitez pas me laisser de commentaires trop longs, on va y aller avec l'emoji vague en rapport avec les aventuriers de la mer, mais aussi l'appel de Cthulhu qui sort des abysses. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bye bye!